Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, modélisation, c'est en effet un terme qu'on a beaucoup entendu durant cette crise sanitaire, notamment au niveau de l'épidémie, mais ça s'applique également sur les vaccins. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Rodolphe Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux. Vous êtes également le directeur de l'équipe de recherche INEA INSERM Système sur la science des données épidémiologiques et en infectiologie également. Et du coup, cette modélisation sur les vaccins, comment elle s'organise? On en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Ces vaccins sont développés de façon très très rapide. Comment organiser j'allais dire, une épreuve de modélisation? Alors l'idée, c'est en fait d'utiliser l'information le plus tôt possible dès qu'on génère au tout début du développement du vaccin. Même chez l'animal, en fait, hein, quand on fait les premiers essais, on les fait chez les singes par exemple, et ensuite chez l'homme. Eh bien, dès les premiers participants, on essaye de colliger un maximum d'informations pour ensuite construire des modèles pour essayer de comprendre comment marche le vaccin et surtout essayer de prédire, de choisir le plus vite possible la dose du vaccin, le nombre d'injections, l'écart entre les injections. Ça ressemble quand même à une course contre la montre, avec autant d'éléments à décider. Oui, c'est vrai. En fait, c'est une course contre la montre, mais c'est un travail continu également. C'est-à-dire que finalement, le modèle, il va s'enrichir au fur et à mesure que les nouveaux essais vont arriver, qu'on va avoir plus d'informations. Et donc, effectivement, on court en même temps que on met en place des nouveaux essais. Et par exemple, on va pouvoir aussi utiliser les résultats du modèle pour définir quel va être le schéma d'étude, le type d'essai clinique qu'on va faire dans la continuité du développement du vaccin. Alors, par exemple, est-ce que vous utilisez des données de différents pays? On a vu, par exemple, en effet, durant la crise, que certains pays, on avait l'impression qu'il y avait une appréciation différente de certains vaccins. Donc, comment vous faites concrètement? Alors concrètement, en fait, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec les immunologistes qui on travaille. Ça nous arrive ensuite de récupérer des données issues d'autres essais, d'autres pays, mais en général, on commence d'abord à travailler dans le cadre d'un essai clinique avec les immunologistes qui sont inventeurs du vaccin. Ça peut être dans le cadre d'un COM international, donc avec d'autres pays, à l'instar de ce qu'on a pu faire par exemple sur le vaccin Ebola, ou bien uniquement avec des immunologistes français par exemple. C'est plutôt dans un deuxième temps qu'on sera amené éventuellement à utiliser des données issues d'autres essais qui ont déjà eu lieu dans d'autres pays avec d'autres vaccins. Alors, j'imagine aussi qu'il y a une question d'échelle. À partir de quel moment on estime qu'un échantillon est modélisable, si je peux m'exprimer ainsi? C'est une question intéressante. En fait, Merci. on pourrait dire que dès dès le premier patient, dès la première injection du vaccin, en fait, on a déjà de l'information. Ce qui se passe, c'est que au tout début, comme on n'a pas beaucoup d'informations, on a beaucoup d'incertitudes. Et plus on va ajouter des patients, plus on va ajouter du suivi, par exemple, au cours des essais cliniques, et plus on va avoir de l'information. Donc, plus précises vont être nos prédictions, nos estimations. Et en fait, c'est là où on revient en fait au début de la conversation, où finalement, c'est un travail qui se fait en continu lors du développement de ces vaccins. Alors, est-ce qu'il y a des cas, je vous écoutais parler, où la modélisation est impossible, par exemple, je ne sais pas, où l'échantillon est trop petit, pas assez satisfaisant, on se rend compte qu'il y a tellement d'éléments, que les éléments sont disparates qu'on n'arrive pas à modeler quoi que ce soit. Euh, En fait, je pense que la modélisation, elle serait impossible si on n'a aucune idée de quel modèle utiliser. Parce qu'en fait, le principe de la modélisation, c'est qu'on va apporter de la connaissance qui ne sera pas issue des données, qui sera issue de la connaissance biologique que l'on a potentiellement sur l'effet du vaccin. On peut imaginer qu'il y a plusieurs effets possibles, et donc on va pouvoir tester plusieurs modèles. Et en fait, c'est cette connaissance qui nous aide à construire les modèles. Et ensuite, on va alimenter les modèles, estimer les paramètres avec les informations qui vont être colligées dans les essais cliniques. Donc, en fait,
Là où la modélisation est impossible, c'est si vraiment on n'a aucune information. Et dans ces cas-là, on utilise d'autres approches d'apprentissage pour essayer de tirer un peu de connaissance de l'information. Et on utilise moins de modèles parce qu'on n'a pas de connaissance a priori. D'accord. Vous pourriez nous donner un exemple concret sur un aspect du vaccin, par exemple, nous expliquer, voilà, on prend cet aspect et là on peut faire ci ou on peut faire ça. Ouais, un exemple qui est caricatural en fait des travaux de modélisation que mon équipe fait ou que d'autres équipes font également, c'est dans les premiers essais cliniques que l'on a, en général, on a un suivi de ces participants qui est relativement court, qui va être par exemple dans le cadre d'Ebola, les premiers essais qu'on avait étaient avec un suivi de 6 mois. Et la question qui se pose, à l'instar de la question qui se pose pour la Covid-19 et les vaccins actuels, c'est combien de temps dure la réponse au vaccin? Et donc, en fait, ce que l'on fait, c'est en utilisant ces données qu'on a quand même sur les 6 premiers mois et un modèle qui permet de refléter l'effet du vaccin, on va essayer de prédire quelle est la durée de cette réponse, combien de temps cette réponse va se maintenir au cours du temps. Et quand on a fait ça, par exemple, dans le cadre du vaccin Ebola, eh bien, on a vu sur le vaccin sur lequel on travaillait que cette réponse pouvait durer au moins 5 ans. On n'avait pas assez d'informations pour dire exactement combien de temps elle durait, mais on a pu dire que cette réponse va durer au moins 5 ans. Et quand, dans la suite des essais, on a pu avoir plus d'informations, plus de temps de suivi, on a pu confirmer cette prédiction du modèle. Donc ça veut dire que la modélisation évolue avec le temps d'une certaine manière. Ah oui, elle évolue, et elle évolue de plein de façons. Elle évolue parce qu'on a plus d'informations, et aussi parce que quelquefois, on fait des découvertes, on va tester ces découvertes avec d'autres expérimentations spécifiques, et on va même changer potentiellement la structure du modèle pour tenir compte de différents éléments de la réponse immunologique dont on n'avait pas tenu compte, par exemple, au départ avec les premiers modèles. Tout à fait. Alors, désolé de vous poser la question comme ça, mais dans la modélisation, il y a forcément une notion d'erreur quelque part. On peut se tromper. Oui, il y a un idiome assez connu de George Box qui dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc c'est vrai qu'effectivement, on va avoir, d'abord, quand on construit un modèle, on fait des hypothèses. On fait des hypothèses et donc l'important, c'est d'avoir bien explicité ces hypothèses de façon à vérifier que ces hypothèses ne sont pas trop fausses. Ensuite, comme on a évoqué tout à l'heure, on va estimer un certain nombre de paramètres avec les informations que l'on a. Quand on n'a pas beaucoup d'informations, on a souvent beaucoup d'incertitudes. Donc, potentiellement, capacité à se tromper. Et plus on va avoir de l'information, plus on va avoir des choses précises, et moins on aura potentiellement l'impression de se tromper. Et enfin, souvent, ce que l'on fait avec nos modèles, c'est qu'on va essayer d'engendrer des nouvelles hypothèses en disant, si ce modèle n'est pas si faux que ça, on devrait observer ça dans d'autres conditions, avec une autre expérimentation. Et avec des immunologistes, avec les biologistes, on revient travailler sur le sujet en générant cette nouvelle expérimentation pour valider le modèle. Si on revient à cette crise-là de façon très, très concrète, quelles sont les priorités de la modélisation là, au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit modéliser en priorité pour que justement ça ait une utilité par rapport à l'évolution de la crise et de la vaccination? Alors, la situation actuelle qui est assez intéressante parce qu'on n'a jamais vu un développement aussi accéléré d'ailleurs des vaccins, mais c'est aussi lié au fait, il faut le reconnaître, ce n'est pas uniquement des travaux de modélisation qui permettent ça, c'était aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, et tant mieux, et beaucoup à la fois de chercheurs et d'industriels qui ont travaillé au sujet, plus le succès des vaccins ARN messagers, comme vous l'avez vu. Donc aujourd'hui, en fait, les travaux de modélisation, par exemple, qui sont mis en œuvre, vont être particulièrement intéressants pour réfléchir à la portabilité des vaccins avec les nouveaux variants. Donc, on a vu qu'on va potentiellement, effectivement, refaire des nouveaux vaccins adaptés aux nouveaux variants, mais le virus va certainement continuer à évoluer. Donc la question va être, est-ce que finalement le vaccin que j'utilise actuellement va pouvoir continuer à être efficace sur des nouveaux variants qui peuvent survenir. Donc vous voyez, c'est un des
dans les travaux actuels, ça fait partie des choses qui sont très intéressantes. Il y en a une autre aussi, qui est un autre type de travail qui est absolument majeur, c'est qu'en fait, autant on a vu assez rapidement que ces vaccins sont efficaces non seulement pour réduire le nombre d'hospitalisations, de formes symptomatiques, et aussi on commence à voir que ça permet de réduire la transmission. Il n'empêche que sur le plan biologique, on ne sait pas encore très très bien tous les mécanismes qui sont mis en jeu par ces vaccins, qui semblent fonctionner, mais on ne sait pas exactement tous les mécanismes moléculaires qui sont mis en jeu. D'où l'intérêt de reprendre les données qui sont générées et d'essayer de mieux comprendre comment ils fonctionnent, parce que ça nous permettra par exemple de les adapter dans le futur, soit du fait de l'évolution de SARS-CoV-2, soit pour malheureusement d'autres virus émergents. Donc en fait, la modélisation, ça marche, j'allais dire, en amont et en aval. Exactement, c'est en continu en fait, en continu. On travaille tous les jours avec nos collègues immunologistes pour aider à répondre aux nouvelles questions et à essayer d'avancer plus vite pour cette course contre les pathologies émergentes. Ce sera le mot de la fin. Merci, Roelof Thiébaut. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.